Voilà, écoutez, donc, bonjour à toutes et à tous. Je souhaite donc vous parler avant tout de notre équipe. Le but, c'est de vous parler déjà des deux conférenciers de ce matin. Donc Solène Blanchard, euh, euh, qui a une formation en école de communication et qui est une experte en stratégie de communication et marketing digital, avec tout ce qui va autour, site internet, réseaux sociaux. Et donc, nous avons également, et qui parle français-anglais, c'est important de le dire, puisqu'on a une dimension internationale chez CBCI. Et elle a aussi quelques notions d'allemand-espagnol, ça peut servir. Et donc, nous avons également Sylvain ce matin, qui va nous parler, lui, de la partie business développement, et qui est donc issu d'une école de commerce, et qui a travaillé notamment à l'étranger également, en Belgique, au Maroc, donc ça lui fait une belle expertise, et qui parle français, anglais, allemand, et qui nous parlera, lui, en résonance par rapport à l'action qui est menée avec Solène au quotidien chez CBCI. On va essayer de vous donner quelques tuyaux pour que vous puissiez faire par vous-même. Et si c'est nécessaire, nous serons bien sûr là pour vous accompagner et répondre à vos questions. Donc, dans le déroulé du webinaire, on a un petit quart d'heure de Solène avec une question, un petit quart d'heure Sylvain avec une question. Et au fur et à mesure, je vous invite à poser toutes les questions auxquelles nous répondrons à la fin. Dans le déroulé, ce webinaire va être enregistré. Le PowerPoint vous sera envoyé ainsi que le replay du webinaire. À tous les inscrits, vous recevrez ça par mail. Et je vous invite également à vous inscrire à notre chaîne YouTube Cécile Bourry Conseil International, sur laquelle vous retrouverez également l'intégralité des 7 webinaires que nous avons animés dès le début du confinement. Dès le mois de mars, nous avons démarré ces webinaires pratiquement chaque jeudi. Alors, avant de laisser la parole à Solène, je voudrais quand même vous dire un petit mot sur qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Donc, comme vous le voyez à l'écran, nous sommes une entreprise depuis 10 ans qui accompagne les sociétés notamment dans leur développement commercial et marketing en France et à l'international, avec une expertise forte sur toute l'Europe. Mon expertise à moi, c'est plutôt donc de piloter les équipes et d'être à la direction commerciale à temps partagé sur toutes les zones d'Europe, d'Asie et des États-Unis, ce que j'ai parcouru depuis une trentaine d'années en ayant défriché dans ma partie salariée sur les 20 premières années de ma vie professionnelle, 65 pays dans le monde où j'ai mis en place des équipes ad hoc en interne dans l'entreprise et en externe dans ces pays. CBCI a été créé il y a 10 ans avec une volonté de faire profiter de tout ce savoir-faire très stratégique et en même temps très terrain, très opérationnel, puisqu'on fait en moyenne une quarantaine de villes de déplacement par an. Alors aujourd'hui, avec le confinement, l'intérêt, c'est qu'on a continué à accentuer cette partie digitale qui va vous être présentée. Et donc, voilà, notre expertise, c'est vraiment de vous accompagner sur la partie stratégique, de diagnostic export, sur la partie community management, sur la partie business development, avec une particularité, notre service export externalisé, où vous pouvez externaliser toutes les fonctions de la recherche d'identification de prospects, d'études de marché. Vous pouvez également nous demander de faire de la vente pour vous et en votre nom, de vous préparer des plannings et des voyages de prospection. Et donc, sur la partie prospection, vous allez voir qu'on agit sur toute la chaîne de valeur, donc la prospection classique, avec des outils qui nous permettent d'être percutants au téléphone, par email personnalisé, par campagne emailing, et aujourd'hui, bien sûr, de plus en plus avec le digital qui nous a permis d'avoir des résultats pendant cette période de confinement. Donc, je vais laisser maintenant la parole à nos deux piliers qui vont vous donner quelques tuyaux sur les parties qui ont été particulièrement sollicitées durant ces 2 derniers mois. Solène, je te laisse la parole. Merci Cécile, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler marketing, on va parler prospection digitale et community management. Et surtout, on va essayer de vous apporter tout au long du webinaire des méthodes, des astuces, des solutions pour développer votre prospection via les réseaux sociaux. Alors, pour un petit rappel, donc déjà, le community management, c'est quoi? C'est la gestion de la présence d'une marque, donc de votre entreprise, sur les réseaux sociaux, donc l'ensemble des actions qui permettent d'animer, de fédérer des communautés, de gérer votre réputation. Donc, ce n'est pas uniquement faire des publications, c'est vraiment une démarche complexe de création, de stratégie, de surveillance, de contrôle et aussi de recherche. On va en parler un petit peu après.
Évidemment, de nos jours, c'est indispensable, et ce pour n'importe quelle entreprise, d'être présent sur les réseaux sociaux, surtout en ce moment, avec la crise qu'on traverse. Il faut être présent, ne serait-ce que pour divertir, pour informer, pour garder un lien avec vos clients, vos prospects, vos fournisseurs. Donc évidemment, en fonction de votre activité, ce ne sera pas les mêmes réseaux sociaux, et ça, on y reviendra aussi. Donc voilà, je vais essayer de vous donner des tuyaux tout au long de cette partie, et on va commencer avec hop, les cibles et objectifs. Donc, quand on commence le community management, la première chose qu'il faut se demander, c'est à qui je m'adresse et pourquoi je le fais. Donc, autrement dit, mes cibles et mes objectifs. Chez CBCI, nous, par exemple, on fait du community management externalisé, c'est-à-dire qu'on a des clients, que ce soit dans le cadre d'un accompagnement à l'international, un service export externalisé ou juste pour le community management. Et donc, des clients qui sont soit pas présents sur les réseaux sociaux à la base, soit qui n'ont pas les compétences ou qui n'ont pas le temps tout simplement de s'en occuper. Et dans ce cas-là, pour eux, on va créer une stratégie de com pour les réseaux, principalement sur LinkedIn en ce moment. Donc dans ce cas-là, c'est nécessaire de savoir donc, à qui on s'adresse et pour quelles raisons on s'adresse à eux. Et quand on cherche un petit peu là-dedans, on se rend compte rapidement que ça arrive que même les dirigeants, ce ne soit pas toujours super clair dans leur tête. On a beaucoup de situations où ils ou elles veulent viser le plus de gens possible pour pouvoir avoir du résultat, alors qu'au final, le fait de cibler, donc d'avoir une cible plus restreinte, non seulement ça donne de la cohérence, mais en plus, on ne se retrouve pas sur tous les fronts et on n'est pas concentré sur des personnes qui pourraient ne pas être intéressantes. On va vraiment avoir des gens qui sont susceptibles de nous apporter du business. Donc, posez-vous la question de savoir si vous deviez mettre par écrit le type de personne que vous visez, est-ce que vous seriez capable de mettre des mots dessus? Donc, pour vous aider, ça peut être intéressant de créer des personnages. Je vous ai mis un exemple là sur la présentation. Donc, Frédéric, qui est une personne totalement fictive, c'est le concept du persona. En gros, ça vous permet de mieux cerner votre client. On va définir donc, notre cible, sa fonction, sa tranche d'âge, son profil sociologique. Ça peut être des données démographiques, ça peut être ses enjeux pro, perso. En fait, c'est votre profil type. Donc lui, par exemple, on va avoir ses besoins et ses problèmes. Et ça, c'est très important d'avoir ça parce que c'est ce qui va vous aider à vous rendre compte de qu'est-ce que vous pouvez leur apporter en fonction de ce dont ils ont besoin. Donc pour définir ce persona, vous pouvez très bien en parler donc, avec vos clients actuels ou vos partenaires, savoir ce qu'ils aiment dans vos produits, dans vos services, dans votre entreprise de manière générale. Vous pouvez aussi analyser votre base de contact. Vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un profil qui va ressortir un peu en particulier. Donc voilà, on va définir à la fois les entreprises types avec lesquelles on voudrait travailler et prospecter la personne précisément. Donc que ce soit responsable des achats, que ce soit directeur général. En fait, on va aller chercher qui est le décisionnaire final. Parce qu'au final, c'est cette personne-là que vous souhaitez toucher et donc que vous allez chercher à savoir comment vous allez l'aider à surmonter ses difficultés, en quoi vous pouvez l'aider. Donc c'est important, après, une fois qu'on a créé son persona, c'est important de confronter ses actions avec les personas que vous avez créés, de se demander, là par exemple, si je fais telle action, est-ce que Frédéric, 40 ans, responsable commercial, il va y être sensible? Ça vous permet aussi de définir votre manière de communiquer, étant donné qu'on ne va pas parler de la même façon à un directeur général qu'à un ingénieur qui a une expérience qui est beaucoup plus technique. Donc voilà, ça vous permet aussi de définir le ton, mais ça, on y reviendra aussi tout à l'heure. Les objectifs, c'est pareil, c'est très important de les définir à l'avance. Donc l'objectif de votre communication, quel est l'impact que vous attendez de ce community management? Et ça permet en fait d'avoir une visibilité supplémentaire ou de pouvoir toucher une cible différente, de promouvoir un service, un produit, de mettre en avant votre équipe. C'est à vous de définir quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre. Une fois qu'on a défini et sa cible et ses objectifs, on va pouvoir choisir son réseau. Alors là, je vous ai mis les réseaux sociaux qui sont les plus en vogue, on va dire, en ce moment. Donc, on a LinkedIn, Instagram, Facebook, Pinterest, Snapchat et TikTok. Donc, nous, on va vraiment plutôt se concentrer sur les premiers, étant donné que c'est ceux qu'on peut plus facilement utiliser dans le milieu pro. Donc, un réseau qui soit adapté à votre activité, à vos clients. En effet, si vous faites du B2B, du B2C, ça ne va pas être pareil. Évidemment, le choix des réseaux, c'est en fonction de votre secteur d'activité.
Donc, je vous fais rapidement un petit tour de réseau. Donc, LinkedIn, je vous le présente plus, c'est un réseau qui est très puissant, qui est plutôt B2B. C'est une vraie plateforme de contenu pour les pros. Je vous en parle pas longtemps parce que je vais revenir un petit peu tout au long de la présentation. Je vais vous donner des petites astuces tout le long. Ensuite, Instagram, à la base, c'est plutôt un réseau qui est B2C. Mais si vous vendez des produits qui sont particulièrement esthétiques, que vous avez la possibilité de faire des belles photos, c'est vraiment un plus. Ça peut vous permettre de servir, en fait, ça peut servir de book, de catalogue. Ça peut aussi vous permettre de toucher une cible qui est plus large. Et au final, Instagram, ça reste quand même un puits d'inspiration qui est sans fond au niveau du design, au niveau des produits. Ça va vraiment vous donner des idées, pourquoi pas, pour vous diversifier. Et en tout cas, si vous faites du B2C, c'est indispensable. Ensuite, Facebook, donc peu importe, enfin, à mon sens en tout cas, peu importe votre secteur d'activité, une page Facebook, c'est une page vitrine. Donc, c'est vraiment indispensable, même si ce n'est pas adapté à votre cible, même si vous vous dites que ce n'est pas l'outil le plus intéressant pour faire du business, ça peut être utile pour le recrutement, par exemple. Mais ce qui est important, c'est que c'est très intéressant au niveau du référencement. Parce que vous allez mettre des liens qui vont aller donc de votre site à vos réseaux en passant par Facebook. Quand on tape le nom d'une entreprise, on tombe facilement sur le Facebook au niveau du référencement. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Une fois qu'on a défini donc, son ou ses réseaux, on peut se mettre à la stratégie. Donc, évidemment, ça en fait partie, mais là, on va rentrer dans le dur. Donc, comment on fait pour se lancer sur les réseaux? Déjà, on fait l'état de l'existant au niveau de vos réseaux. Donc, si vous avez déjà eu des pages entreprises qui ont été créées, s'il y a eu des publications, lesquelles ont été les plus adaptées, est-ce que ça a marché? Vous pouvez regarder un petit peu la ligne éditoriale et vous demander si c'est vraiment ça qui correspond à ce que vous êtes aujourd'hui. Et donc voilà, à ce moment-là, une fois que vous aurez fait l'état de l'existant, vous saurez où est-ce que vous allez pouvoir aller et ce qui est le plus intéressant de faire. Ensuite, on peut se poser la question du positionnement. En fait, le community management, c'est vraiment, quand on débute, c'est vraiment reprendre tout depuis le début. Parce que tout n'est pas forcément évident dans votre entreprise. Vous avez peut-être une stratégie qui est pour vous définie, mais mettre des mots dessus, c'est toujours différent. Donc, retravailler son positionnement, c'est intéressant, c'est de voir vraiment ce que vous cherchez à mettre en avant, ce qui est important pour vous, que ce soit votre valeur ajoutée. Enfin, donc voilà, le formuler, c'est toujours intéressant pour savoir où on va quand on commence. Ensuite, le ton que vous allez employer. Par exemple, nous, chez CBCI, dans le cadre du community management externalisé qu'on fait, on a des clients qui sont très différents. Donc, on a des clients dans l'agro, dans la tech, les services, produits. Enfin, on est ouvert vraiment à tous les secteurs. Et donc, pour chacun de nos clients, on est obligé d'avoir des manières de rédiger qui soient différentes. Je peux vous donner des petits exemples. Donc, on va prendre des exemples produits, ce sera plus simple. Par exemple, on a un client qui est dans la robinetterie de luxe. Donc, c'est un milieu qui est très technique. Donc, on va se positionner en expert, évidemment. On garde cet aspect technique, mais on prend aussi le parti de jouer sur l'eau, sur la fluidité. On va avoir un côté qui est presque poétique, tout en respectant les codes réseau, évidemment. Après, un exemple dans la cosmétique. Dans la brosserie de luxe, par exemple, c'est déjà un milieu qui est assez glamour, entre guillemets. Donc, on va jouer sur le côté esthétique, au niveau des visuels. On va avoir une approche qui est self-care, plus auprès des clients, etc. Parce qu'en soi, il ne faut pas s'y tromper, le B2B, certes, on est dans du pro, mais on n'est pas des robots. C'est vraiment human to human. On a le droit de mettre un peu de douceur, de légèreté, tout en restant sérieux. Ensuite, la dernière étape, c'est la création de votre rétro-planning. Alors, ça, c'est très important aussi. Oups. Voilà, j'ai un peu brûlé les étapes. Donc, le rétro-planning, c'est très important parce que ça vous permet d'avoir un fil conducteur, un fil rouge, pour savoir où est-ce que vous allez. Donc, par exemple, nous, pour donner une vision aux clients, moi, je leur envoie un rétro-planning sur 3 mois. Donc, sur ce rétro-planning de 3 mois, il y a tous les sujets de poste, en fait, que je prévois de faire, et un document avec les postes pour tout le mois. De cette manière, on a vraiment une vision sur le long terme, tout en restant flexible. Donc, deuxième point, rester flexible, évidemment. S'il y a un événement, que ce soit dans le monde de manière générale ou en particulier dans votre secteur, rien ne nous empêche de faire une entrave au planning. Il faut vraiment rester flexible par rapport à ça, c'est très important. Alors, ensuite, au niveau du rétro-planning, pour déterminer la fréquence à laquelle on va publier. Ça, c'est vraiment différent selon les réseaux. Par exemple, sur LinkedIn, l'idéal, c'est de publier, on va dire, 4 fois
par semaine. Pourquoi? Tout simplement, c'est une question d'algorithme. Votre publication, elle va être visible environ 12 heures. Mais si vous avez un post qui fait peu de vues, le suivant en fera peu aussi. Donc, sachez que si vous avez un post qui fait beaucoup de vues, appliquez-vous sur le suivant parce que l'algorithme va forcément le faire remonter et le mettre en avant. Ça, c'était le petit tips. Ensuite, voilà, il faut garder en tête qu'il n'y a pas de règle d'or au niveau des horaires de publication. Par exemple, on va toujours vous dire que c'est mieux, par exemple sur LinkedIn, de publier le mardi à 8h ou à 18h. La vérité, c'est que, de 1, évidemment, ça dépend des réseaux, mais surtout, ça dépend de vos cibles, en fait. Sur LinkedIn, évidemment, c'est mieux de publier ou le matin, ou le midi, ou le soir. En fait, il faut publier en dehors des horaires de bureau, au moment où vos cibles, elles vont être sur les réseaux, où elles ont une pause, où elles vont regarder, voilà. Donc, en fait, ça dépend pas non plus totalement des horaires, ça dépend aussi de l'engagement. Je m'explique, en gros, par exemple, moi, pour les clients, je vais créer une publication. Dès que je la poste, non seulement je préviens le client qui va la transférer à ses équipes, qui vont aller la liker, la commenter, etc., mais j'envoie aussi à l'équipe C2CI, qui va aussi aller liker, commenter, et de ce fait, ça fait remonter la publication dans l'algorithme. Vous allez avoir beaucoup plus de vues et du coup, beaucoup plus de personnes qui vont aller s'intéresser à ce que vous faites. Après, il y a des petites techniques particulières, je ne vais pas forcément trop me centrer là-dessus, mais pour vous donner un exemple, quand vous faites une publication avec un lien, en fait, LinkedIn n'aime pas que vous envoyiez dans votre publication vers un autre réseau ou en tout cas une page différente. Donc, quand vous voulez faire une publication avec un lien, il va forcément pas vous la mettre en avant. Donc, il vaut mieux mettre votre lien dans les commentaires pour pour permettre à votre publication de rester quand même dans le fil d'actualité, etc. Pareil, on a des histoires de failles algorithmiques où évidemment c'est mieux de publier avec une photo ou une vidéo, mais quand vous avez une publication qui est uniquement textuelle, il va plus la mettre en avant. Il y a plein de petites méthodes comme ça qu'il faut connaître pour réussir à faire monter les publications. Donc ça, c'est pour le rétro-planning. Au niveau du contenu, le contenu, c'est l'étape la plus compliquée parce qu'on se demande toujours un petit peu comment on va faire pour apporter quelque chose qui va être intéressant et que les gens vont avoir envie d'aller lire, d'aller regarder. Déjà, commencez par faire l'état de votre existant. Je ne parle pas à nouveau des réseaux sociaux, je parle de manière générale. Vous avez forcément des présentations, vous devez avoir des articles, des photos, des vidéos peut-être, des infographies. Donc, vous regardez un petit peu ce que vous avez et puis à la suite de ça, vous pouvez modifier votre contenu, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, il faut favoriser le micro-contenu. Donc, on va favoriser les vidéos qui sont courtes, on va favoriser les infographies, les citations, les carousels. Les carousels, vous savez, c'est les publications où il y a plusieurs photos qu'on peut défiler comme ça. En soi, ce qui est important, c'est de penser visuel. Donc, être visuel, créer du contenu visuel, c'est ça qui va attirer l'attention de vos cibles. Donc là, on est vraiment dans la création et c'est un peu compliqué de vous donner des idées de contenu type sans être trop dans le classique. Parce que, évidemment, c'est de la visibilité pour votre entreprise, donc potentiellement des leads. Donc, avant tout, votre contenu, il doit être adapté à votre cible, encore une fois. Donc, c'est vraiment personnel à chaque entreprise et à chacun. Prenez le temps de faire des recherches, de savoir ce que vos cibles, ce que les personnes que vous souhaitez toucher, ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils publient, quand est-ce qu'ils le publient, qu'est-ce qu'ils partagent, qu'est-ce qui a l'air important pour eux. C'est important d'aller regarder tout ça pour pouvoir vraiment être précis et tomber vraiment juste. Évidemment, vous devez parler de ce que vous faites, de vos success stories par exemple, mais faut toujours, faut pas faire ça directement. Il faut toujours penser à apporter une part de sympathie. C'est pour ça que je vous avais mis human to human, que j'ai d'ailleurs dit tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est important d'apporter un aspect sympathique. On parle, c'est du B2B encore une fois, mais on parle entre nous. On est des humains, voilà. Donc chacun va être sensible à des choses, etc. C'est important de garder ce côté-là. Ensuite, créer de l'engagement. Bon, ça, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais il y a d'autres méthodes. Des méthodes un petit peu détournées. On va parler par exemple du hashtag. Plus les gens seront en mesure de trouver votre contenu, plus il y aura de l'engagement. Après, les hashtags, c'est un petit peu à double tranchant parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait pas assez, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Il faut vraiment choisir les bons parce que sinon, vous pouvez envoyer une mauvaise image, etc. Donc, choisissez bien vos hashtags, allez regarder ce qui se fait, allez regarder ce qui a le plus d'engagement. Voilà, ça, c'est intéressant. Au niveau de l'analyse,
Donc, une fois que vous avez commencé, que vous êtes dans le dur, vous avez commencé le community management, c'est intéressant d'aller voir, enfin, c'est intéressant, il faut le faire aussi, d'aller voir un petit peu ce que ça rend au niveau des impressions. Donc, vous allez analyser les résultats de vos publications. Est-ce que vous êtes suffisamment pertinent? Est-ce que vous évoluez? Quels sont les posts qui ont le mieux marché, le moins bien? Et en fait, vous affinez votre contenu au fur et à mesure. Donc, là, je vous ai mis des petits exemples en pictogramme. Combien de likes? Est-ce que vous avez une augmentation, une diminution de votre communauté, donc de vos abonnés? Au niveau des commentaires, est-ce qu'il y a de l'interaction? Est-ce que vous avez des partages? Quel est votre nombre de vues, etc. Voilà, donc après, il faut garder en tête que sur les réseaux sociaux, le fait de calculer son retour sur investissement, c'est compliqué. Parce que au final, le community management, c'est vraiment un travail de longue durée. Ça se fait au fur et à mesure. Et puis surtout que maintenant, évidemment, on a de plus en plus d'utilisateurs, et ce, sur tous les réseaux sociaux, donc de plus en plus d'utilisateurs et d'entreprises qui produisent du contenu sur LinkedIn, par exemple, et donc ça fait forcément baisser la portée organique de vos publications. Mais il y a toujours moyen de créer son chemin, et puis au final, c'est un travail de longue haleine, ça prend du temps. C'est pour ça que je vous explique tout ça, il ne faut pas bâcler, entre guillemets, le travail au début, parce qu'il y a de fortes chances que sinon, ça ne puisse pas porter ses fruits. Si vous n'avez pas suffisamment bien ciblé, pas suffisamment fait de benchmark, entre guillemets, etc. Donc voilà. Après, si vous sentez que vous n'allez pas avoir le temps, pas les idées, pas l'expertise, les compétences graphiques ou d'écriture, vaut toujours mieux externaliser pour être sûr d'atteindre vos objectifs, donc de déléguer à des experts. Voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas s'il y a déjà une petite question, Cécile. Oui, tout à fait, Solène. Merci pour ton intervention très pertinente, comme d'habitude. Il y a beaucoup de questions, donc c'est difficile d'en choisir une. Okay. Évidemment, déjà, rassurez-vous, nous répondrons à toutes les questions à la fin. Je vais prendre une question un peu intéressante. Comment choisir un hashtag, en fait? Comment choisir un hashtag? Alors, déjà, ça se fait aussi dans le benchmark. Vous allez voir ce que font vos concurrents, quels sont les hashtags que eux ils utilisent. Donc, rien ne vous empêche d'aller récupérer des hashtags que les gens utilisent. Et ensuite, quand vous cliquez sur le hashtag, vous allez avoir toutes les publications qui s'affichent. Et vous allez avoir, en fait, vous pouvez suivre les hashtags. Vous allez voir quels sont les hashtags qui sont les plus suivis. Et donc, évidemment, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est d'aller mettre les hashtags qui sont les plus suivis. Parce que quand vous les mettez, forcément, ils vont apparaître dans les fils d'actualité des gens qui suivent ces hashtags, et donc des gens qui seraient potentiellement intéressés. Et il y a aussi quelque chose d'autre. Oui, évidemment, vos hashtags, vous les faites en fonction de votre contenu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des hashtags que vous pouvez mettre à chaque fois. Par exemple, voilà, nous, on travaille beaucoup dans l'international, c'est notre cœur de métier. Donc, le hashtag international, il reviendra systématiquement. Il y a des hashtags que vous pouvez garder à chaque fois et ensuite vous adapter en fonction de votre publication. Merci Solène. J'ajouterais effectivement qu'il y a un autre moyen, c'est de regarder aussi le nombre de suiveurs sur chaque hashtag. Et au sein de LinkedIn, vous avez les nombres de membres qui suivent le hashtag. Donc, ça vous aide aussi à choisir la pertinence pour vraiment avoir une couverture soit très spécialisée, soit plus vaste. Voilà, on reviendra à toutes les questions après. Il y a des questions très techniques qui sont très intéressantes. J'y reviens après. On va laisser peut-être la parole. En tout cas, merci à Solène. On va laisser maintenant la parole à notre expert en business développement qui allie à la fois le traditionnel et le digital. Donc, c'est important de savoir que la compétence, elle vient en complémentarité de toute une chaîne de valeur qui associe donc le traditionnel, le téléphone, l'emailing, les campagnes, à la partie digitale dont Sylvain va vous parler maintenant. Je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter donc toute la partie prospection digitale. Donc, vous verrez que beaucoup de choses que je vais évoquer sont en fait en lien avec ce qu'a évoqué Solène juste avant. Donc, en fait, la prospection digitale, c'est aussi beaucoup déjà de réaction au community management. En fait, l'objectif, c'est de toucher un maximum de personnes en un temps assez restreint. Et pour ça, on utilise des méthodes notamment de marketing automation. Donc, ça nous permet par exemple de toucher 100 personnes par jour en quelques clics et quelques messages préparés à l'avance pour entrer en contact.
Donc, on va passer à la slide suivante pour que je rentre un peu plus dans le détail. Donc, c'est donc, comme je le disais, augmenter la visibilité, être là où les prospects sont. Donc, comme le disait Solène, choisir bien son réseau pour trouver des prospects. Soigner le référencement, étudier ce qui est recherché, ce que les prospects vont rechercher pour essayer de nous trouver et rentrer et répondre à ces recherches. S'adapter à l'évolution des enjeux. Donc, encore une fois, c'est pas dans les recherches, mais dans le contenu, dans ce qu'on va dire. Regarder un peu ce que les plus gros prospects vont poster sur les réseaux sociaux notamment et réagir et cibler du coup notre approche en partant de leur propre contenu finalement. Donc faire mûrir l'intérêt. Donc encore une fois, communiquer intelligemment, s'adapter à la personne, l'âge qu'elle peut avoir, le poste dans l'entreprise, comme le disait Solène. Et ensuite, attirer vers le site web. Il y a toujours, quand on discute et qu'on approche des gens via LinkedIn, on fait toujours référence à notre site internet en les invitant à aller regarder pour utiliser cette vitrine en fait. Oh, excusez-moi, vous voyez toujours bien le PowerPoint là? Oui, moi il est plus petit, mais on le voit encore. Ok. Hop. Donc pour ça, pour la prospection digitale, nous avons deux types, donc l'inbound marketing et l'outbound marketing. Donc l'outbound marketing, c'est plutôt justement l'aspect community management, se faire connaître et que les gens nous connaissent et voient ce qu'on fait, alors que l'inbound marketing, du coup, est plus ciblé et en fait, vient pour moi après l'outbound marketing pour récupérer tout ce qui a été fait en amont. Et donc là, c'est plus ciblé avec de la publicité où on choisit à quel prospect envoyer ses publicités, de la prospection par email personnalisée en fonction de ce qui a déjà été dit avec le prospect, de ses besoins, essayer d'être à l'écoute de ses besoins. Donc, et donc, de même sur les réseaux sociaux, on analyse un peu l'historique avec le prospect en s'adaptant. Donc, le premier outil de prospection digitale, c'est la campagne emailing. Donc, nous, on utilise par exemple MailChimp, mais il en existe d'autres comme ActiveCampaign qui est très utilisé également. Et donc, il y a deux façons d'utiliser sa campagne emailing. C'est donc soit de façon générique, donc là on parle de newsletter par exemple tous les mois, donner les dernières actualités dans le contexte qu'il y a eu de confinement, ça permet aussi de donner les actualités par rapport à la crise sanitaire, de donner les nouveautés, comment l'entreprise rebondit face à ça. Ça a été très utile pour ça. Et ensuite, il y a la campagne plus ciblée, donc avec une typologie de prospects précise, en orientant le message transmis pour que ça puisse leur parler, par exemple en prévision d'un déplacement ou d'un salon. Je pense au mois de mars, donc un salon qui malheureusement avait été reporté pour un de nos exportateurs. Mais on avait réussi à avoir 3 rendez-vous sur ce salon, rien qu'avec une seule campagne, on a eu 3 rendez-vous. Donc c'est quand même un outil, on peut l'oublier et se dire que ça ne marche pas, mais il y a quand même une certaine efficacité, puisque encore une fois, ça permet d'être très visible. Et donc les prospects sont courants et s'ils voient quelque chose qui les intéresse, vont réagir. Donc après, ça ne se prépare pas n'importe comment, il faut anticiper, faire un planning d'envoi. Donc les premières campagnes peuvent être envoyées quasiment 2 mois à l'avance en prévision d'un déplacement et jusque la dernière semaine, un planning très respecté avec des relances, des rappels et expliquer pourquoi ce déplacement, quel est l'objectif du déplacement. Donc en fait, quand on utilise une campagne, l'objectif c'est de montrer ce qu'on sait faire, pourquoi on le fait et comment on le fait. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante s'il te plaît? Donc, chez CBCI, nous, la prospection digitale, on l'utilise principalement au nom de nos exportateurs, donc avec les campagnes emailing, comme je le disais, mais aussi donc, un profil LinkedIn et un compte Sales Navigator pour chacun de nos business développeurs. Pour chaque compte est associé en fait à un type de prospect spécifique pour rester en fait pour que la façon de communiquer avec les prospects soit spécifique au type de prospect visé. Donc chez nous, on passe en moyenne 3 heures
par jour sur la prospection digitale, donc à préparer, à préparer en amont le marketing automation, mais aussi à répondre aux prospects. Par exemple, on utilise beaucoup commenter les publications des actifs. Et donc, si on a des prospects réactifs, ça peut prendre jusqu'à 5 heures par jour sur l'ensemble de nos exportateurs. Donc, justement, c'est ce que je commençais à évoquer avec la réaction aux prospects actifs. Donc, comment optimiser son profil LinkedIn? Donc, c'est très simple, il faut l'humaniser en réalité. Il faut que la personne sente la confiance tout en gardant un aspect sympathique et une connaissance du sujet dont on parle. Donc, il faut une photo de profil plutôt où on est dessus souriant, des informations et des coordonnées accessibles pour que les prospects puissent, en visitant par exemple mon profil, m'appeler pour s'ils ont une demande ou des questions, des informations que je peux leur fournir. Donc, ce que je disais, se rendre visible, réagir, donc ça marche plutôt sur des prospects, puisque la plupart des prospects ne sont pas très actifs sur les réseaux sociaux, se connectent souvent, mais ne vont pas publier. Mais on a quelques prospects qui vont publier quasiment tous les jours, parce qu'on utilise aussi LinkedIn comme vitrine pour leur business à eux. Et donc, il faut une manière de se rendre visible, c'est de répondre tout simplement à ces gens-là en commentaire, juste réagir en fait à leur actualité à eux et montrer qu'on est à leur écoute et qu'on comprend du coup bien leurs besoins. Et ça peut se faire même sans qu'il y ait une connexion entre les deux. On peut simplement suivre un prospect et on voit toute son actualité. Et donc, ça peut amener aussi le prospect à accepter la demande de connexion. Et donc, avec tous ces aspects-là, on a une approche moins formelle et ce qui permet d'avancer plus rapidement en fait avec les prospects ou même des fois discuter avec des gens qui étaient anciennement dans le secteur qui ne le sont plus mais qui veulent qui donnent des informations qui nous aident dans notre prospection. Donc en ce moment LinkedIn c'est particulièrement intéressant à utiliser puisque il y a eu cette période de confinement, maintenant on en est sorti, mais les gens, la façon de penser des gens a changé. Et les gens sont très impliqués pour aider. Comme je le disais, j'ai eu des prospects que j'ai rencontrés via pas des prospects, des contacts que j'ai rencontrés via LinkedIn et que j'ai eu 15-20 minutes au téléphone suite à ça pour qu'ils me donnent des informations sur un marché, sur un prospect que je vise. Donc, c'est très, très intéressant d'utiliser aussi LinkedIn dans ce sens-là, puisque les gens sont prêts à aider et sont beaucoup plus ouverts. Donc, grâce au profil, quand on voit le profil en fait de la personne, on peut savoir quelle formation elle a fait, on peut voir à peu près du coup quel âge à peu près a la personne, dans quelles entreprises elle a travaillé. Donc, toutes ces informations-là, ça permet de bien savoir s'adapter à la personne, adapter le discours. Certaines personnes, on peut se douter qu'il faudra un ton quand même plus formel, même si on va sur LinkedIn, que d'autres, on peut arriver tout de suite à une conversation plus amicale et plus sympathique. Et enfin, surtout sur LinkedIn, il y a les groupes professionnels qui sont très, très importants. Je pense notamment chez notre prestataire qui travaille dans la robinetterie. On a trouvé un groupe professionnel qui est spécialisé qui regroupe tous les showrooms de robinetterie et de salles de bain plus généralement au Royaume-Uni. Donc, ces groupes-là, c'est pareil, il y a des publications qui sont internes au groupe et donc on peut y réagir. Et du coup, on a aussi tous les prospects qu'il faut cibler dans un seul groupe au même endroit. Donc, c'est aussi très, très pratique. Et souvent, ce sont des secteurs, des zones géographiques et des niveaux de gamme très, très précis. Donc ensuite, en plus de LinkedIn, nous, on utilise Sales Navigator, qui est une extension qui a spécialement été conçue pour la prospection via LinkedIn. Alors, en soi, il n'y a pas de prospection qui passe directement, c'est une aide à la prospection. On peut avoir des fonctionnalités de recherche plus poussées. On a une douzaine de filtres, il me semble, en plus dans les recherches pour affiner la recherche en plus de LinkedIn classique. On peut contacter via les emails des prospects qui sont en dehors de notre réseau, qui n'ont pas forcément vu notre demande de connexion et qui vont là donc recevoir ce message
sur LinkedIn ou aussi accéder à certains profils LinkedIn privés et trouver les adresses mail des utilisateurs pour ensuite les contacter de façon plus ciblée ou les intégrer dans nos campagnes. Et enfin, on utilise aussi beaucoup Prospecting, donc qui marche aussi avec LinkedIn. Donc, c'est quelque chose qui est indépendant de LinkedIn, mais qui marche avec LinkedIn, avec la fonctionnalité de recherche de LinkedIn. C'est pour ça que je vous disais, les filtres de recherche sont très importants sur Sales Navigator, puisque, en fait, à partir de la page de recherche de LinkedIn, avec Prospecting, on peut exporter jusqu'à 1000 prospects par jour et ensuite les rentrer dans des campagnes de demande où, en fait, il y a une fonctionnalité scénario. Donc, où on fait une demande de connexion avec déjà un premier message. Si la demande de connexion est acceptée, un second message. Et il y a énormément de scénarios possibles de modalités. Ça peut être aussi simplement suivre le prospect, simplement visiter son profil, ce qui peut être très utile aussi. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir Prospecting, puisqu'il nous permet donc déjà d'exporter 1000 prospects par jour et d'en contacter 100 par jour. Et ensuite, il y a aussi la fonction trigger, qui est pour l'instant seulement en version bêta, mais qu'on utilise aussi déjà chez CBCI. Et en fait, donc là, si le prospect fait une action vers nous, le Prospecting réagit pour nous automatiquement. Donc, par exemple, si un prospect vient visiter mon profil, je peux décider que Prospecting répondra tout de suite et rentrera en contact avec lui. Voilà, merci bien, Sylvain, pour ta présentation. Je souhaite compléter effectivement ce qui a été dit et je vous invite d'ici là à poser des questions qui concernent la partie de Sylvain. On va pouvoir commencer à répondre à toutes les questions. Vous avez compris que sur un webinaire, on ne peut pas traiter l'ensemble de tous les sujets. On a fait un focus B2B, un focus LinkedIn. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas forcément expert d'autres sujets, mais on ne peut pas tout traiter. Il faut bien se focaliser sur quelque chose. C'est pareil dans les outils qu'on vous donne. On n'est pas de lien direct avec les outils que nous avons présentés. On en utilise d'autres, notamment en marketing automation. Et il y a beaucoup de logiciels. Donc, tout ça, on pourra répondre à toutes ces questions-là en privé. Donc, je vais commencer à poser quelques questions, notamment pour Solène. Il y a des questions et pendant ce temps-là, peut-être vous aurez d'autres questions pour Sylvain. Donc, si je prends le premier fil de questions pour Solène, on a une question de Luc qui nous demande pourquoi on ne mentionne pas Twitter dans notre présentation. Oui, c'est vrai qu'on aurait vraiment pu le mentionner, mais dans le cadre de ce qu'on présentait, comme disait Cécile, étant donné qu'on s'est beaucoup mis sur le B2B, Twitter, c'est pas vraiment B2B. C'est vrai que j'aurais totalement pu le mettre dans la présentation, vous avez raison, mais du coup, je me suis vraiment focalisée sur les réseaux sociaux beaucoup plus B2B. Et après, j'avais donné 2-3 exemples. Mais des réseaux sociaux, au final, il y en a tellement. Et c'est pareil, les réseaux peuvent être aussi vachement différents en fonction de ce que vous faites, en fait. Si vous avez un produit en B2C, une grosse entreprise, être sur Twitter, c'est très intéressant. Après, par exemple, nous, l'intérêt d'être sur Twitter, c'est pas énorme parce qu'on n'aurait pas suffisamment d'interaction et que nos cibles n'y sont pas. Mais oui. Voilà, vous l'avez compris, en fait, ça dépend des produits. On parle aussi de services. Si on a des entreprises qu'on accompagne dans le service, si c'est une institution, ça sera une autre mode de communication. Donc, l'intérêt, c'est vraiment l'amont, c'est bâtir la stratégie digitale et c'est bien pour ça qu'il faut des experts. Et voilà, l'important, c'est effectivement de bien choisir par rapport à tout ça. Mais s'il y avait à un moment donné des questions spécifiques après ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter, on vous répondra avec plaisir. Si les questions viennent après, un peu plus techniques sur quel réseau choisir, on a d'autres documents. Nous faisons également de la formation et du coaching. On a des PowerPoint qui sont beaucoup plus élaborés, avec beaucoup plus de détails et qui permettront de rentrer dans tous ces sujets-là. Je vais prendre une autre question, toujours pour Solène, et j'invite à surtout ne pas hésiter à poser des questions si vous avez des questions par rapport à l'intervention de Sylvain. Donc, il y a une autre question de Florence qui nous demande, vous couvrez uniquement l'aspect B2B et pourquoi pas le B2C? Alors nous, on est totalement ouvert à faire du B2C aussi.
enfin moi personnellement, en tout cas, c'est aussi dans mes compétences de faire du B2C. C'est vrai que c'est une communication qui est différente, mais qui est tout aussi intéressante. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore eu de clients en B2C, mais ce serait un grand plaisir. Voilà. Par contre, on a fait une communication un peu plus institutionnelle, notamment à l'occasion du Rallye des Gazelles. Donc, c'était vraiment quelque chose de différent dans les approches. Donc, vraiment, l'intérêt, c'est la stratégie digitale qui est pendue en amont. Et je pense qu'effectivement, alors aujourd'hui, effectivement, nous n'avons pas couvert le B2C. C'est un choix qu'on a fait. S'il y avait vraiment un sujet, n'hésitez pas à nous recontacter. On repréparera un webinaire B2C avec grand plaisir. Je reprends une autre question d'ici là. Une question de… Alors, attendez, je ne suis pas allée dans le bon endroit, je suis allée dans le fil de conversation. Voilà, je reprends le fil des questions. Avez-vous de l'expérience dans le domaine du marketing direct en community management? Alors oui, évidemment, ça fait partie des choses que nous, on fait aussi, le marketing direct. Après, peut-être que Sylvain, tu pourras aussi répondre à ça parce que c'est aussi un petit peu de ta partie. Mais dans le community management, oui, bien sûr, on en fait. Et ça fait partie des choses qui sont importantes à mettre en place. Dans tous les cas, en fait, ça se complète. Oui, effectivement, nous, c'est des choses qu'on voit quand même effectivement assez souvent qui passent sur les réseaux sociaux, effectivement. Excusez-moi pour l'interlude, j'avais un souci de batterie. Je n'avais pas anticipé. Voilà, je continue. Bon, alors après, dans le marketing direct, on a plein de sujets. On a récemment aussi des personnes qui nous ont contactés pour du marketing de réseau, du marketing en vente par réunion. Tout ça, c'est des sujets qu'on traite et pour lesquels on a une expertise. Donc, je ne sais pas vraiment si ça répond à la question parce que marketing direct, c'est un sujet vaste. Mais voilà, je pense que c'est important que vous n'hésitiez pas à nous appeler à l'issue de ce webinaire pour qu'on traite peut-être un peu plus en détail et qu'on soit sûr d'avoir répondu correctement à votre question. Donc, sur la question du hashtag, j'ai déjà posé la question, on y a répondu. On a une question technique de Méliné qui nous demande, qui nous dit que LinkedIn n'aime pas les liens vers les articles extérieurs sur les posts. C'est la raison pour laquelle on suggère de mettre un lien en commentaire. Il a utilisé Swello pour faire des publications en différé, mais c'est une fonctionnalité de lien. La fonctionnalité du lien en commentaire n'est pas possible sur Swello. Avez-vous une astuce ou un autre outil pour faire ça? Alors, malheureusement, pour l'instant, ça n'existe pas encore. Je ne doute pas que ça va arriver parce qu'au fur et à mesure que les gens essayent de contourner, entre guillemets, l'algorithme de LinkedIn, de plus en plus de solutions émergent. Mais pour avoir travaillé aussi avec Hootsuite et avec Buffer, ce n'est pas possible non plus. Donc, pour l'instant, en fait, moi, ce que je fais personnellement quand je programme des publications, c'est que je programme la publication à une heure précise et je me mets un rappel pour ajouter le commentaire. C'est pour l'instant la seule astuce que j'ai trouvée et c'est la plus efficace parce que vous êtes sûr de ne pas publier un post qui va dire que le lien est en commentaire et au final pas l'avoir mis. Donc c'est pour l'instant la seule solution qu'il y a, mais je ne doute pas que très bientôt il y ait d'autres en gros des évolutions au niveau de Buffer, de Hootsuite ou voilà, qui puissent nous permettre de faire ça peut-être dans le payant, mais ça va arriver. Une autre question de Florence. Pour LinkedIn, vaut-il mieux faire des posts ou des articles et quelle est la différence? Moi, je pense qu'il vaut mieux faire… en fait, c'est deux choses différentes. Vous n'allez pas toucher la même cible. Ça dépend ça dépend de vos objectifs, de ce que vous voulez faire passer. Alors, les posts, c'est intéressant parce qu'en fait, vous avez énormément de personnes qui ne font que scroller LinkedIn. Et donc, s'ils voient un article, ils ne vont pas commencer à le lire. Parce que beaucoup de textes, parce que les gens n'ont pas forcément le temps. Donc, un article, ça peut être intéressant si vous traitez un sujet qui correspond vraiment à ce que vous faites et qui est tellement dans l'actualité que les gens vont se dire en fait ça peut être intéressant, on va aller regarder. Mais dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux faire un article de blog qui soit disponible sur votre blog, comme ça renvoie au moins vers votre site et dans tous les cas ça vous fait des passages en fait. Mais sinon moi je favorise plutôt les publications
de préférence avec des visuels. Et s'il y a envie de faire un article, mieux vaut le mettre sur un blog, sur votre site. Très bien, je pense qu'effectivement, ce qui est important de comprendre dans cette communication globale, c'est vraiment la somme de toutes les actions cumulées qui vont vous donner une lisibilité, qui vont donner une efficacité à la fois dans la visibilité, lisibilité et dans la prospection. Si vous combinez des campagnes emailing, une newsletter, des posts sur LinkedIn, du présentiel, de l'appel téléphonique, des emails personnalisés, des messages personnalisés, à un moment donné, vraiment, vous êtes dans une action qui va forcément donner des résultats de la visibilité. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre et effectivement doser. Parfois, comme l'a dit tout à l'heure Solène, un article ne va pas forcément faire beaucoup de vues, donc il faut comprendre pourquoi et corriger au fur et à mesure. En fait, c'est un test permanent qui permet de s'améliorer tous les jours au fur et à mesure du temps. Alors, il y a encore beaucoup de questions qui arrivent, c'est bien parce qu'on a encore un peu de temps. Une autre question d'Isabelle, comment choisir le premier post sur une page LinkedIn ? Alors, si c'est une page d'entreprise, moi, ce que je conseille toujours, c'est de commencer par vous présenter, en fait, tout simplement, de mettre en avant ce que vous faites, en quoi vous vous différenciez de la concurrence. C'est vraiment d'ajouter un petit peu de storytelling, de dire pourquoi vous avez commencé à faire ça, depuis combien de temps vous le faites, quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre avec ça. En fait, le premier poste, moi je pense que dans le community management, quand on débute, il faut présenter son entreprise, présenter pourquoi pas son équipe, si on a une équipe et que c'est vraiment des personnalités très différentes et qui peuvent, que vous voulez les mettre en avant, présenter vos produits. En fait, ça se fait vraiment progressivement. Et dans ce sens, en fait, si jamais quelqu'un va aller vous chercher sur LinkedIn, va aller chercher votre page d'entreprise, par exemple, et ben, s'il descend, il va vraiment avoir tout le défilé de l'histoire de votre entreprise. Donc, pour moi, l'important, c'est de commencer par se présenter, tout simplement. Comme vous feriez en vrai, en fait. Merci Solène. Une autre question, pouvez-vous faire du community management en anglais, en allemand, en espagnol ? Alors, en anglais, oui, pas de souci. Moi, je suis quasiment bilingue, donc ça ne me pose aucun souci. En allemand, en espagnol, on peut totalement le faire aussi. Mais ce sera moi qui rédigera en français et ce sera évidemment vérifié au niveau des langues parce que mes notions ne sont pas suffisantes pour être sûre de moi à ce niveau-là. Tout à fait. Donc, j'ajouterais, on peut même faire l'italien puisque ce sont les 5 langues que nous maîtrisons. Et ça se fait de manière naturelle au quotidien puisqu'avec toute l'équipe, les maîtrises des langues sont permanentes et quotidiennes chez nous ici. S'il y avait vraiment des besoins sur d'autres langues, on a des traducteurs spécialisés dans notre réseau partenaire qui font ça sous 24-48 heures. Donc, on peut très bien, dans la stratégie digitale en amont, anticiper les publications et les faire traduire pour que tout soit fait correctement. La vraie question, c'est aussi de s'assurer qu'on va utiliser le bon réseau pour communiquer dans une langue précise dans le réseau du pays. Je pense à l'Allemagne où le réseau, c'est plutôt Xing. Alors, LinkedIn est très présent, mais on a plus d'efficacité sur un réseau local. Donc, j'ai pris cet exemple-là. Il y a d'autres réseaux en Russie, d'autres réseaux en Chine. Donc, voilà. Ensuite, il faut aller aussi, ce n'est pas uniquement la traduction, c'est aller publier sur le bon réseau, choisir vraiment le bon canal. On n'a pas parlé de WeChat, on n'a pas parlé de WhatsApp, qui sont des canaux aussi qui sont fortement utilisés. WeChat en Asie. WhatsApp, c'est parfois un mode de communication même privilégié. Lorsqu'on fait, nous, des prospections en Asie, on obtient plus de rendez-vous par WhatsApp que par email. Donc, voilà, en fait, il faut connaître les cultures, il faut connaître les modes de communication de chaque pays et pour pouvoir être vraiment percutant par rapport à cette communication. Je continue les questions, il y en a beaucoup et c'est très bien, ça prouve votre intérêt, je vous en remercie. Une question de Florence, que pensez-vous de la publication de posts en mode tutoriel ? La publication de posts en mode tutoriel. Ah oui, pour moi, ça fait partie des choses qui sont intéressantes dans le sens où on a envie, selon la manière dont c'est fait, on a facilement envie d'aller voir comment, je vois pas exactement, j'ai pas l'exemple que vous avez en tête, mais les tutoriels, évidemment que c'est intéressant parce que ça va engager votre cible en fait. Si c'est vraiment un sujet qui fait partie des sujets qui les intéressent à la base, ça va engager votre cible. Et il y a plus de chances pour que vous ayez des commentaires, par exemple, qui vous demandent d'autres tutoriels ou qui vous donnent d'autres solutions parce que c'est aussi ça, les réseaux sociaux, c'est aussi de l'échange.
et de se donner des solutions chacun par rapport à ce qu'on fait, etc. Donc, moi, je pense que c'est effectivement c'est un bon contenu. Une autre question de Rémi, la rédaction des contenus pour vos clients. Avez-vous des astuces pour rendre la pratique moins chronophage? Pour rendre la pratique moins chronophage, Bah, en fait, pour que ça te prenne moins de temps si on a beaucoup de clients. Alors, bah en fait, c'est un gros travail au début. Il faut prendre énormément de temps au début dans le sens où il faut avoir beaucoup d'échanges avec le client pour récupérer vraiment toutes les informations. Aussi, en fait, l'objectif, c'est de leur prendre un peu de temps à eux au début pour ensuite ne plus du tout leur en prendre, qu'ils aient juste à valider et que ce soit carré pour eux et qu'ils aient à peine besoin de faire des modifications. Donc en fait, au début, c'est un échange avec le client. Donc c'est la récupération d'informations, de vidéos, de photos, c'est une recherche personnelle aussi. Et du coup, le temps, on le prend beaucoup au début. Et au final, quand on est rentré dedans, on se pose plus vraiment de questions parce qu'on a compris le milieu, on a fait notre benchmark, on sait de quoi on parle. Et du coup, voilà, ça prend moins de temps au fur et à mesure, ça vient tout seul. Merci Solène. Une question en privé pour Sylvain. Quels sont les moyens pour mesurer l'efficacité de la prospection digitale? Alors, en fait, sur tous nos outils, il y a des statistiques qui sont tenues. Donc, c'est comme ça, par exemple, qu'on peut voir sur Prospecting le taux d'acceptation de demande de connexion, le taux de réponse une fois que la demande a été acceptée, que le premier message pour vraiment rentrer en contact s'envoie, le taux de réponse. Donc, c'est des bons indicateurs. Nous, c'est ce qui nous a permis de nous dire qu'on continue dans cette voie, puisque sur le premier mois, on était, même la première semaine, on était à 60% d'acceptation de connexion et quasiment 20% de réponse au message. Ensuite, ça s'est un peu baissé parce que, pour diverses raisons, mais on était toujours aux alentours de 50% à 15%, ce qui reste impensable avec une campagne emailing classique, même pour une centaine de retour direct. Effectivement, tu fais bien de le signaler. Ce qui est intéressant en fait dans les statistiques qu'on peut étudier, c'est de vérifier qu'est-ce qui va être plus percutant, à quel moment il faut appeler, à quel moment il faut envoyer le message, à quel moment il faut envoyer la campagne emailing. Et donc, dans les taux de retour des campagnes emailing, on s'aperçoit que on peut avoir des taux d'ouverture parfois à 50-60% quand les sites sont bien qualifiés, les contenus sont qualifiés. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut aussi avoir parfois sur des propositions de rendez-vous, des taux de retour direct qui sont plutôt positifs parce qu'avoir sur une campagne emailing 3, 4, 5 rendez-vous qui se font directement, c'est plutôt sympathique. Surtout quand ce sont des prospects qui ne nous connaissaient pas. C'est ça qui est important de préciser. Maintenant, si on devait mesurer la prospection à froid sur tous les canaux, aujourd'hui, on considère qu'une prospection à froid au téléphone, c'est 1% de retour. Une prospection sur le digital, on est plutôt autour de 15%. Donc, voilà, il faut doser aussi en fonction de la qualité de la cible et de la pertinence du message. Un message bien fait aussi en emailing personnalisé sur une cible qui a été travaillée en amont va être percutant. Et comme l'a dit Sylvain, on ne vend rien en direct. On essaie vraiment de proposer des solutions pour aider le client à répondre à des problématiques que nous avons identifiées en faisant des analyses préalables. Donc, voilà. Je pense… Oui. Aussi, je voulais juste rajouter ça, c'est que je parlais tout à l'heure de nous réagir à l'activité des prospects, mais il faut aussi analyser les réactions des prospects à notre propre activité. Et ça aide beaucoup aussi de savoir un prospect qui aime une publication est un prospect forcément plus intéressé ou au moins plus engagé qu'un prospect qui ne réagit pas. Et donc, en fonction si un prospect réagit beaucoup, on va forcément on analyse ça aussi en fait. Très bien, merci. Une autre question privée qui est arrivée pour Solène. Comment pouvez-vous assurer le community management pour une entreprise d'un secteur technique? Alors ça, c'est un petit peu ce que je disais pour la question précédente. En fait, on commence vraiment par beaucoup d'échanges avec le client ou l'exportateur. On récupère les informations, les photos, plaquettes, sites. Si c'est vraiment très technique, on peut demander à avoir une toute petite formation au niveau des produits pour être sûr de répondre correctement à la demande. Et ensuite, donc, il y a cette partie. Ensuite, il y a la partie benchmark, recherche personnelle sur les secteurs, sur la concurrence. Et puis, au final, on a aussi un suivi qui est constant.
C'est-à-dire que, comme je le disais un petit peu plus tôt, donc il y a l'envoi du rétro-planning sur 3 mois, il y a l'envoi des publications sur le mois qui sont rédigées. Et en fait, quand il y a cet envoi-là, c'est pour être sûr que je suis en phase avec le client, que s'il a besoin de faire des petites modifications, il va les faire et que ça lui prendra lui pas de temps, parce que des fois, il n'y a même pas de modifications à faire. Et, et qu'au final, ça reste toujours vraiment axé bien par rapport à leurs produits, même s'ils sont techniques, ou aux services, même s'ils sont techniques. Super. Merci en tout cas, donc Solène et, et Sylvain. Je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent. On s'est donné toujours le respect chez CBCI du timing. Donc, je vais vous inviter je m'excuse si on ne peut pas répondre à toutes les questions qui sont arrivées encore depuis les 2-3 dernières minutes. On y répondra éventuellement en privé, en vous contactant ou si vous souhaitez nous contacter. En tout cas, un grand merci pour votre participation ce matin. Un grand merci à Solène et Sylvain pour leur pertinence. Et puis donc, on se tient tous avec les membres de l'équipe à disposition s'il y a des questions, des interrogations spécifiques. Et puis, je vous invite, vous allez recevoir donc l'email avec le replay et la présentation PowerPoint. Je vous invite à mettre un commentaire si vous le souhaitez sur notre Google My Business, éventuellement quelques recommandations sur les profils des personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Et puis, d'aller peut-être sur notre site découvrir les autres parties de ce que nous proposons pour que peut-être vous nous donniez aussi des nouvelles idées de webinaires futurs, puisqu'on c'est souvent en fonction de vos questions qu'on prépare les suivants. Donc voilà, ce sera en tout cas avec grand plaisir. Je vous remercie de votre fidélité, de votre présence ce matin et je vous souhaite en tout cas à tous une très bonne continuation, un très bon appétit. Et n'oubliez pas, les spécialistes sont à votre écoute pour vous aider à préparer votre développement commercial en France et à l'international de manière pragmatique et avec grand plaisir en tout cas. Merci à tous et excellente journée. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.